Imaginez un instant, une vaste plaine sombre, un silence solennel brisé seulement par le bruissement du vent et le craquement des flammes. Au centre de ce paysage endormi, une tente solitaire, éclairée faiblement par la lumière tremblante des chandelles. À l'intérieur, un jeune homme, aux épaules lourdes de la responsabilité de tout un empire, le plus puissant que le monde ait jamais connu. Cet homme n'est pas en train de réfléchir à la prochaine conquête ou de célébrer une victoire écrasante. Non, il écrit. Penché sur un parchemin, la plume glissant lentement, il trace des mots qui résonnent encore des millénaires plus tard. Ce jeune empereur, Marc Aurèle, ne le sait pas encore, mais ses pensées intimes, une collection de réflexions et de méditations, survivront à l'épreuve du temps, traversant 2 millénaires pour toucher les cœurs et éclairer les esprits de millions de personnes bien au-delà de son époque. Pourquoi ces écrits, au lieu de se perdre dans les méandres de l'histoire, ont-ils continué à inspirer des générations successives? C'est parce qu'ils touchent à une vérité universelle. Le véritable succès, celui qui perdure et transcende les défis, naît de la maîtrise intérieure. Marc Aurèle nous rappelle que le triomphe extérieur n'est rien sans une victoire sur soi-même, que les batailles les plus importantes sont celles que l'on mène contre ses propres peurs et faiblesses. Dans cette vidéo, sur Sagesse en évolution, nous allons plonger dans 6 secrets intemporels qui ont formé la base de la sagesse et de la résilience des plus grands leaders, philosophes et guerriers à travers l'histoire. Ces habitudes, bien que vieilles de milliers d'années, se révèlent étonnamment pertinentes aujourd'hui. Elles ont le pouvoir de transformer nos vies modernes, souvent agitées, en expériences marquées par le sens, la discipline et la sérénité. Pensez à ces moments où vous avez vu des personnes traverser des tempêtes personnelles ou professionnelles avec une force inébranlable. Comment y parviennent-elles? Comment certains parviennent-ils à prospérer là où d'autres s'effondrent? La réponse réside dans des principes millénaires, enracinés dans une philosophie qui a façonné empereurs et guerriers, esprits libres et penseurs assidus. Imaginez un instant que ces secrets anciens ne soient plus des concepts éloignés, enfouis dans les textes historiques, mais des outils accessibles que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. L'histoire de Marc Aurèle n'est que le début. Ses écrits ont marqué le début d'une compréhension que de nombreux autres ont partagée. Et si ces sages conseils pouvaient vous aider à surmonter vos propres obstacles, à transformer chaque revers en une opportunité de croissance? Si vous êtes curieux de découvrir comment les stoïques ont bâti une force intérieure capable de défier le chaos, restez avec nous. Cette exploration ne se limitera pas à l'histoire, elle vous offrira des clés pratiques, applicables dès aujourd'hui. Car, comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle est le chemin. Préparez-vous à comprendre pourquoi et comment ce simple énoncé a changé des vies et peut également changer la vôtre. 1. L'importance du travail acharné. Lorsqu'on parle de travail acharné, beaucoup imaginent des journées sans fin, des nuits blanches et l'épuisement comme badge d'honneur. Pourtant, l'essence même du travail acharné n'est pas cette course effrénée vers l'épuisement. Il s'agit plutôt d'un engagement constant et réfléchi, d'une discipline quotidienne qui, peu à peu, forge non seulement des compétences, mais aussi le caractère. Revenons à cette histoire fascinante du vieil homme chinois, celui qui entreprit de déplacer une montagne à la seule force de sa détermination et d'une pioche. Les spectateurs riaient de lui, convaincus de l'impossibilité de sa tâche. Pourtant, chaque coup de pioche, chaque caillou retiré, aussi insignifiant soit-il, devenait le symbole d'une persistance inébranlable. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce n'est pas tant la montagne qui importe, mais l'effet transformateur de cet effort quotidien sur l'homme lui-même. Chaque geste répétitif renforce non seulement le corps, mais aussi l'esprit, forçant celui qui persiste à devenir une version plus forte et plus déterminée de lui-même. Le travail acharné est semblable à une graine plantée profondément dans la terre. Chaque jour, on l'arrose, on l'entretient, sans voir immédiatement les fruits de cet effort. C'est seulement après des jours, des mois, parfois des années, que cette graine perce enfin la surface pour devenir un arbre solide et résistant. De la même manière, nos efforts quotidiens sont souvent invisibles aux yeux des autres et parfois même aux nôtres.
Prenons l'exemple d'un jeune musicien qui, chaque soir, répète les mêmes accords, les mêmes mélodies, jusqu'à ce que ses doigts soient douloureux. Au début, les progrès semblent infimes, presque inexistants. Cependant, à force de répétition, il ne construit pas seulement sa maîtrise musicale, il développe aussi sa résilience, sa patience et sa capacité à persévérer malgré l'envie d'abandonner. C'est là que réside la magie du travail acharné. Ce n'est pas seulement l'action elle-même qui compte, mais ce qu'elle nous apprend sur nous-mêmes, sur notre capacité à aller au-delà de nos limites perçues. Un autre exemple concret est celui des athlètes de haut niveau. Derrière chaque médaille d'or et chaque record battu, il y a des milliers d'heures passées à s'entraîner, souvent dans l'ombre, loin des projecteurs. Ce que nous voyons lors d'une compétition n'est que la pointe de l'iceberg, le résultat de sacrifices et de choix quotidiens. Prenons le cas de Michael Phelps, le nageur le plus médaillé de l'histoire olympique. Phelps s'entraînait 7 jours sur 7, sans exception. Même le jour de Noël, il était dans l'eau, accumulant des heures de répétition qui, individuellement, pourraient sembler insignifiantes. Mais cumulées, elles l'ont transformé en un athlète inégalé. Ce n'est pas la somme des efforts visibles qui fait un champion, mais bien l'accumulation d'innombrables gestes, de petits sacrifices qui forgent la discipline. Cette notion de travail acharné, quotidien, va au-delà du sport et s'applique à tous les domaines de la vie. Un écrivain, par exemple, ne publie pas un livre en une nuit. Derrière chaque page imprimée, il y a des heures passées à écrire, raturer, réécrire. Chaque mot écrit est un pas de plus vers l'achèvement d'une œuvre, chaque rejet d'éditeur un défi à surmonter. J.K. Rowling a écrit les premiers chapitres de Harry Potter dans des cafés, luttant contre la pauvreté et l'épuisement, persistant même lorsque la vie semblait jouer contre elle. Si elle avait cessé d'écrire après le premier refus ou la première critique, le monde n'aurait jamais connu la magie de son univers. Son histoire illustre parfaitement que le succès, tel que nous le percevons, est souvent le produit d'innombrables efforts invisibles. Le stoïcisme, dont s'inspire Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, met en lumière l'importance de ce travail constant. Pour les stoïciens, l'action quotidienne est l'essence même de la vertu. L'empereur écrivait « Ne perds plus de temps à discuter sur ce qu'est un homme de bien. Sois en un ». Cette phrase est un rappel que l'action, même minime, est supérieure aux intentions non réalisées. Travailler chaque jour, même si cela semble routinier, construit la discipline qui rend l'extraordinaire possible. Ce concept s'applique aussi dans nos vies modernes, où l'immédiateté est souvent valorisée au détriment de la persévérance. Les réseaux sociaux, les succès instantanés et les récompenses rapides nous ont conditionnés à rechercher la gratification immédiate. Mais le stoïcisme nous rappelle que le véritable succès vient d'une pratique patiente et répétée. Chaque fois que nous choisissons de faire face à un défi, que nous prenons le chemin le plus difficile, que nous nous levons tôt pour travailler sur un projet qui nous passionne, nous ajoutons une brique à l'édifice de notre force intérieure. Cependant, il est essentiel de comprendre que le travail acharné n'est pas synonyme d'épuisement. Les stoïciens savaient que la surenchère d'efforts pouvait devenir contre-productive. C'est la raison pour laquelle la constance et la modération sont valorisées. Travailler dur signifie se montrer tous les jours, prêt à affronter ce qui se présente, mais aussi savoir reconnaître le moment où le repos devient un allié nécessaire pour continuer. C'est pourquoi Marc Aurèle écrivait « Prends un moment de recul, respire et reviens à la tâche ». Le travail acharné est donc un équilibre délicat entre persévérance et sagesse. Imaginez une rivière qui, jour après jour, use la pierre la plus dure sans jamais se précipiter. Elle ne force pas son passage. Elle avance patiemment, s'adaptant aux obstacles, mais continuant sans relâche. Le travail acharné est cette rivière en vous. Chaque petit effort quotidien, chaque engagement à répéter l'action, même lorsque l'envie n'est pas là, façonne non seulement vos compétences, mais la personne que vous devenez. Souvenez-vous que l'importance du travail acharné réside dans sa capacité à vous transformer. Ce n'est pas l'atteinte du sommet qui compte le plus,
mais la force intérieure que vous développez en y montant. Chaque action, chaque journée consacrée à avancer pas à pas vers votre but, vous prépare à affronter de plus grands défis. Et maintenant, tandis que nous terminons cette première réflexion, il est temps de parler d'une qualité tout aussi essentielle pour soutenir ce travail acharné. La patience. 2. La patience, la vertu indispensable. La patience est l'une des qualités les plus sous-estimées de notre époque, souvent reléguée au second plan dans une société qui valorise l'immédiateté et les résultats rapides. Pourtant, comme l'a si bien montré le poète Al-Mutanabbi, la patience est bien plus qu'une simple vertu morale. Elle est une nécessité fondamentale pour toute quête de réussite et de sagesse. Lorsqu'il errait dans les déserts arides de Syrie, Al-Mutanabbi ne cherchait pas seulement l'inspiration poétique. Il observait les Bédouins, ces tribus nomades qui vivaient dans l'un des environnements les plus impitoyables de la planète. Leur existence reposait sur une compréhension profonde de la patience, non pas comme une vertu passive, mais comme un outil indispensable à la survie. La chaleur écrasante, l'absence d'eau et les tempêtes de sable imprévisibles exigeaient une résilience qui allait bien au-delà de l'attente. Elle demandait une acceptation active du processus. Cette leçon est fondamentale dans la vie quotidienne et dans la poursuite de tout objectif à long terme. La patience, loin d'être un état d'attente résigné, est une capacité à rester engagé dans le processus, même lorsque les résultats semblent lointains ou incertains. Prenons l'exemple du bambou, une image souvent utilisée pour illustrer la puissance de la patience. Lorsque le bambou est planté, il ne montre aucun signe de croissance pendant les 4 premières années. Pour un œil non averti, cela pourrait sembler un échec ou une perte de temps. Mais pendant cette période, le bambou construit un système racinaire complexe et robuste sous terre. Puis, lors de la 5e année, il perce soudainement la surface et peut croître jusqu'à 90 pieds en seulement 6 semaines. L'illusion d'une croissance soudaine cache en réalité des années de préparation invisible. Cela illustre parfaitement la nature de la patience. Elle ne consiste pas simplement à attendre le bon moment, mais à construire les fondations nécessaires pour soutenir une croissance future spectaculaire. Dans la vie moderne, où la rapidité est devenue une norme, la patience est souvent mal comprise. Elle est perçue comme un ralentissement, un obstacle au progrès. Pourtant, l'histoire de ceux qui réussissent vraiment montre qu'elle est l'ingrédient indispensable pour naviguer à travers les épreuves et les incertitudes. Prenons l'exemple de la création d'une entreprise. Beaucoup de jeunes entrepreneurs s'attendent à des résultats rapides, croyant que l'innovation ou une idée brillante suffisent. Cependant, les véritables réussites sont souvent le fruit de plusieurs années d'essais, d'erreurs et d'adaptations. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a passé des années à réinvestir ses profits dans l'entreprise sans récolter de bénéfices immédiats. Il a compris que pour construire quelque chose de monumental, il fallait d'abord établir des racines profondes. C'est cette patience calculée et stratégique qui a permis à Amazon de devenir un géant mondial. Il est crucial de comprendre que la patience ne signifie pas rester assis en attendant que les choses se passent d'elles-mêmes. Au contraire, elle implique de travailler activement et de cultiver l'optimisme tout en acceptant que le succès véritable prend du temps. Cette patience active consiste à investir dans le processus d'apprentissage et à affronter les défis avec la conviction que chaque pas, chaque tentative ratée et chaque succès partiel fait partie du voyage vers une réalisation plus grande. Les stoïciens le savaient bien. Sénèque écrivait « Rien de grand ne se fait d'un seul coup ». Cette phrase, à première vue simple, révèle la nécessité de voir au-delà des échecs immédiats et des frustrations temporaires. La patience nous invite à adopter une vision à long terme, à comprendre que le progrès se mesure en années, parfois en décennies, et non en jours ou en semaines. Regardons l'histoire de Thomas Edison, inventeur de l'ampoule électrique. On estime qu'il a échoué des milliers de fois avant de réussir à créer une ampoule fonctionnelle. Pour Edison, chaque échec n'était pas un recul, mais une découverte. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas.
Cette perspective est l'essence même de la patience. Edison comprenait que chaque tentative ratée le rapprochait de son objectif. Il avait la certitude que la préparation et les efforts répétés finiraient par aboutir à une percée. Sa capacité à persévérer sans perdre foi en son projet est un exemple de la façon dont la patience peut non seulement soutenir, mais aussi alimenter l'innovation. La patience nous apprend aussi à apprécier le voyage, pas seulement la destination. C'est un exercice de sagesse que les stoïciens pratiquaient quotidiennement. Marc Aurèle, dans ses écrits, nous rappelle de ne pas précipiter le cours naturel des choses. Pour lui, vivre pleinement, c'était embrasser chaque étape, même les plus difficiles, en comprenant que chaque moment contribuait à forger son caractère. La patience nous aide à voir que chaque revers est en réalité une opportunité de croissance. Chaque délai, un espace pour apprendre et se préparer. C'est un concept difficile à accepter dans un monde où tout semble être conçu pour satisfaire des besoins instantanés. Cependant, la patience est le remède aux déceptions et à l'anxiété que ces attentes irréalistes engendrent. Les artisans traditionnels japonais, qui créent des objets de haute qualité tels que des épées ou des poteries, illustrent également cette patience. Ils investissent des mois, voire des années, dans la réalisation d'une seule pièce. Le processus, souvent lent et méticuleux, est un hommage à la patience et à la croyance que la qualité ne peut être précipitée. Chaque étape, chaque moment d'attente est nécessaire pour que l'œuvre finale atteigne la perfection. Ces artisans comprennent que la valeur de leur travail réside dans le temps et le soin qu'ils y consacrent, et non dans la rapidité de sa réalisation. Cette patience, bien qu'elle semble contredire notre envie de succès immédiat, est en réalité le fondement de toute réussite durable. Pour construire quelque chose de solide, qu'il s'agisse d'une carrière, d'une relation ou d'un projet créatif, il faut accepter que la croissance soit parfois invisible pendant un certain temps. C'est dans cette période que se forge la persévérance et la détermination. Si vous avez déjà ressenti le découragement face à une progression lente ou aux défis qui se dressent sur votre chemin, rappelez-vous que la patience est cette force intérieure qui vous maintient sur la voie, même lorsque le chemin semble interminable. 3. Le sacrifice pour avancer. Le sacrifice, dans notre culture moderne de gratification immédiate et d'optimisation de la productivité, est souvent perçu de manière erronée. Beaucoup le voient comme une forme de renoncement, un acte douloureux où l'on abandonne ce qui nous est cher, presque comme un fardeau imposé par la nécessité. Pourtant, si l'on revient aux sages enseignements du stoïcisme et aux récits inspirants qui ont traversé l'histoire, le sacrifice prend une toute autre signification. Il ne s'agit pas de renoncer à ce que l'on aime, mais de réorienter ses priorités pour atteindre quelque chose de bien plus grand, de plus noble. Il s'agit de privilégier ce que l'on désire le plus ardemment, même si cela implique de laisser derrière soi des choses familières et confortables. L'histoire de l'oiseau de Mansa Musa, le roi malien légendaire, connu comme l'homme le plus riche de l'histoire, incarne cette vérité. Avant de régner, il comprit qu'un oiseau qui veut s'élever plus haut dans le ciel doit d'abord lâcher la branche sur laquelle il se perche. Cette branche est souvent synonyme de sécurité, de stabilité, de confort, toutes des choses qui, bien qu'agréables et rassurantes, peuvent nous empêcher de réaliser notre potentiel. Le message est clair. Pour voler, il faut parfois laisser derrière soi ce qui semble le plus sûr. Cela ne signifie pas détester cette branche ou la voir comme inutile, mais reconnaître que sa fonction a été remplie et que l'heure est venue de se propulser vers de nouveaux horizons. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des choix difficiles. Un entrepreneur ambitieux peut devoir sacrifier un emploi stable et confortable pour lancer son propre projet, même si cela signifie des années de revenus incertains et des nuits sans sommeil. Regardons l'histoire de Steve Jobs, qui a quitté ses études pour fonder Apple. Le choix semblait insensé à l'époque, mais il était prêt à sacrifier la sécurité d'un chemin tracé pour se lancer dans une aventure périlleuse où il pourrait donner vie à sa vision. Son sacrifice n'était pas un renoncement vide de sens. Il était motivé par une passion brûlante et un désir profond de changer le monde. Le sacrifice peut aussi prendre la forme de choix plus personnels et subtils.
Imaginons un étudiant qui souhaite devenir médecin. Pendant des années, il doit renoncer aux plaisirs immédiats que ses amis peuvent s'offrir. Les soirées, les voyages spontanés, les heures de détente. Non pas parce qu'il n'aime pas ces moments de légèreté, mais parce qu'il choisit de prioriser sa formation, de consacrer ses journées et ses nuits à l'étude et à la pratique. Ce sacrifice, pourtant difficile, est nourri par la vision de l'avenir, par la certitude que chaque minute investie aujourd'hui est un pas de plus vers la réalisation d'un rêve qui impactera la vie de nombreux patients. Pourtant, ce type de sacrifice va au-delà des grandes décisions de carrière ou des choix de vie dramatiques. Parfois, il s'agit simplement de renoncer à de petites habitudes confortables pour faire de la place à des actions qui soutiennent votre croissance. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aspire à être écrivain. Pour transformer ce rêve en réalité, il doit souvent sacrifier le confort de quelques heures de sommeil supplémentaires ou des soirées passées devant des séries télévisées. Ces petits sacrifices quotidiens ne sont pas toujours spectaculaires, mais cumulés, ils créent l'espace nécessaire pour construire un talent et développer une œuvre. Le stoïcisme, en tant que philosophie, a toujours souligné l'importance de la clarté de l'objectif et de la capacité à laisser tomber ce qui n'est pas essentiel. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a exprimé ce principe ainsi. Si vous voulez vous améliorer, soyez satisfait d'être considéré comme ignorant et insensé. Cela peut sembler paradoxal, mais ce qu'il signifie, c'est qu'il faut être prêt à sacrifier l'image de soi que l'on maintient pour se conformer aux attentes des autres. Pour atteindre de nouveaux sommets, il est parfois nécessaire de sacrifier notre peur de l'opinion publique et de paraître vulnérable. Un autre aspect important du sacrifice est le renoncement à la perfection. Beaucoup de gens restent paralysés par la peur de l'échec ou du jugement, préférant rester sur leur branche confortable plutôt que de se lancer dans l'inconnu. Pourtant, le véritable sacrifice implique d'accepter de faire des erreurs, d'apprendre et de se relever. C'est l'art de reconnaître que ce que nous sacrifions aujourd'hui, qu'il s'agisse de la sécurité, du confort ou de l'approbation sociale, n'est qu'un prix modeste comparé à la liberté de poursuivre ce qui compte vraiment. L'histoire moderne est remplie d'exemples inspirants de ce type de sacrifice. Prenons le cas d'Oprah Winfrey, qui a grandi dans la pauvreté et a dû surmonter des obstacles inimaginables pour réaliser ses rêves. Elle a sacrifié la sécurité d'une vie ordinaire pour se lancer dans l'inconnu, refusant de laisser les défis dicter sa destinée. Chacun de ces sacrifices était motivé par une vision plus grande, celle d'utiliser sa voix pour influencer positivement le monde. Ce type de sacrifice, alimenté par une passion intérieure et un désir de servir un but plus grand que soi, est ce qui différencie les personnes qui se contentent de rêver de celles qui transforment ses rêves en réalité. Pour sacrifier efficacement, il faut cependant une vision claire. Un sacrifice sans but précis devient un simple acte de renoncement sans signification. Mais lorsqu'il est ancré dans une compréhension profonde de ce que vous voulez réaliser, il devient un acte de foi et de force. Prenons la métaphore du jardinier qui taille ses arbres. Lorsqu'il coupe des branches, ce n'est pas par dédain pour l'arbre, mais pour lui permettre de croître plus vigoureusement. De la même manière, chaque sacrifice que nous faisons dans nos vies doit être perçu non pas comme une perte, mais comme un moyen de nous libérer pour atteindre ce que nous désirons le plus profondément. Les sacrifices, aussi difficiles soient-ils, doivent être soutenus par une constance et une cohérence sans faille. Il ne suffit pas de faire un sacrifice ponctuel. C'est la régularité de ces sacrifices qui forge le chemin du succès. 4. La cohérence comme moteur de changement. La cohérence est sans doute l'une des forces les plus puissantes que l'on puisse cultiver. C'est cette qualité qui transforme un simple acte de volonté en un changement réel et durable. Elle est la différence entre ceux qui essaient et ceux qui réussissent, entre une ambition et une réalisation. À bien des égards, la cohérence peut être comparée à l'eau qui s'écoule sans cesse le long d'une montagne. Peu importe les obstacles qu'elle rencontre, l'eau ne force pas son chemin. Elle contourne, s'adapte et poursuit inlassablement sa descente. Ce mouvement répétitif et patient, bien qu'apparemment modeste, finit par éroder les roches les plus dures et creuser des vallées profondes.
De la même manière, chaque petit effort répété, chaque geste apparemment insignifiant mais constant, devient, avec le temps, un moteur puissant de transformation. L'importance de la cohérence réside dans sa capacité à transformer les petites actions quotidiennes en fondations solides pour le succès. Imaginez un musicien, un artiste ou un athlète de haut niveau. Leur succès n'est pas le fruit d'un talent soudain ou d'un unique moment de travail intense. Non, il est le résultat de longues heures de pratique répétées, jour après jour, souvent loin des projecteurs. La violoniste qui, chaque matin, répète inlassablement ses gammes ne fait pas que développer ses compétences techniques. Elle construit une discipline intérieure et une maîtrise de soi. Son talent, que l'on pourrait croire inné, est en réalité le résultat d'une dévotion silencieuse à la pratique quotidienne. Cette constance transforme ses sacrifices en compétences durables et en une confiance profonde en ses capacités. La cohérence, toutefois, est souvent difficile à maintenir car elle nécessite un engagement à long terme et une patience inébranlable. C'est là que le stoïcisme nous enseigne une leçon essentielle. Pour être cohérent, il faut accepter que les résultats ne soient pas immédiats. Sénèque disait « La persévérance est plus forte que la violence ». Bien des choses difficiles deviennent faciles avec la constance. La cohérence est donc un acte de foi dans le processus. Chaque fois que nous réalisons une action, aussi petite soit-elle, nous ajoutons une brique à l'édifice de notre réussite. Cet effort répétitif, même s'il semble invisible, est ce qui forge le caractère. Chaque matin où nous nous levons pour aller courir, chaque livre que nous lisons, chaque petit acte de discipline, tout cela s'accumule pour créer un changement profond et durable. Un exemple remarquable de cette force de la cohérence peut être trouvé dans l'histoire de l'empereur romain Marc Aurèle. Gouverner un empire gigantesque tout en s'efforçant de maintenir une philosophie de vie stoïque exigeait une cohérence inébranlable. Marc Aurèle ne se contentait pas de lire et de méditer sur les principes stoïciens. Il les mettait en pratique chaque jour, consignant ses réflexions personnelles dans ses pensées pour moi-même. Ses écrits, loin d'être de simples mots, étaient une manière de renforcer quotidiennement sa propre discipline. La régularité de cette introspection le préparait à affronter les défis colossaux de sa position avec calme et sagesse. Cette cohérence, cultivée jour après jour, forgea en lui une stabilité intérieure qui lui permit de demeurer ferme face aux tempêtes de la vie. Le pouvoir de la cohérence repose aussi sur son impact psychologique profond. Les neurosciences montrent que les actions répétées modifient littéralement la structure de notre cerveau, un processus appelé myélinisation. À chaque fois que nous répétons une tâche, une nouvelle couche de myéline, une substance qui entoure les neurones, se forme autour de nos voies neuronales, rendant cette action plus fluide et plus rapide. Ce phénomène explique pourquoi un pianiste virtuose, un écrivain prolifique ou un entrepreneur chevronné parvient à accomplir des tâches complexes avec une aisance apparente. Leur cohérence a transformé des efforts laborieux en habitudes naturelles. Prenons l'exemple de l'artisanat traditionnel japonais, où la cohérence et la répétition des gestes sont essentielles. Les artisans qui pratiquent le kintsugi, l'art de réparer les poteries brisées avec de la laque saupoudrée d'or, s'entraînent pendant des années pour maîtriser leur article. La cohérence de chaque geste, la patience et l'attention portée à chaque détail finissent par leur permettre de transformer une simple réparation en une œuvre d'art précieuse. Chaque poterie réparée devient plus belle qu'auparavant, illustrant à quel point la régularité, loin d'être un simple effort mécanique, est un véritable acte de création. La cohérence est aussi le fondement de la confiance en soi. Lorsque nous accomplissons des gestes réguliers et que nous respectons les engagements que nous prenons envers nous-mêmes, nous construisons un sentiment de fierté et de solidité intérieure. Par exemple, décider de faire de l'exercice tous les jours et s'y tenir, même si cela commence par 5 minutes de marche, est un acte qui renforce notre identité. Petit à petit, nous nous sentons capables de respecter nos propres promesses, de nous engager dans des projets à long terme et d'avancer vers nos objectifs. C'est cet engagement quotidien, cette régularité dans l'effort, qui transforme les doutes en confiance durable. Il est aussi important de noter que la cohérence, bien que puissante, n'est pas synonyme de perfection. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est normal de dévier de son chemin de temps en temps, mais que l'essentiel est de savoir revenir à notre pratique. Épictète insistait sur le fait que la vraie maîtrise n'est pas d'être parfait,
mais de rester fidèle à soi-même malgré les erreurs. La cohérence ne signifie donc pas qu'on ne peut jamais s'écarter de ses objectifs. Elle signifie qu'après chaque écart, on revient sur le chemin avec encore plus de détermination. Pour ceux qui aspirent à accomplir quelque chose de grand, la cohérence est le compagnon le plus fiable. Elle nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de faire un bond de géant chaque jour. Au contraire, c'est l'accumulation de petites avancées qui finit par créer de grandes réalisations. Comme l'écrivait le poète japonais Issa, une goutte de rosée après l'autre creuse même la pierre. Chaque goutte, chaque petit geste, contribue à former un flux puissant qui finit par atteindre son but. À la fin, il est clair que la cohérence est l'élément qui transforme le sacrifice en progrès tangible et la patience en résultat visible. Elle est la force tranquille qui permet de surmonter les doutes et les obstacles, car elle nous rappelle que le succès n'est pas un événement soudain, mais la conséquence d'un engagement continu. Et maintenant que nous avons exploré le pouvoir de la cohérence, nous pouvons aborder un autre pilier essentiel du succès stoïcien, la discipline. Car la cohérence sans discipline n'est qu'une pratique temporaire. C'est la discipline qui nous permet de maintenir cet effort, même dans les moments difficiles, et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. 5. La discipline, la véritable liberté. La discipline est souvent perçue comme une chaîne, une contrainte imposée par la force de la volonté, un fardeau à porter. Pourtant, lorsque l'on comprend sa vraie nature, la discipline se révèle être une forme de liberté, une porte qui s'ouvre sur un monde où nos objectifs les plus profonds et nos aspirations les plus sincères deviennent réalisables. Cette liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut à chaque instant, mais à se libérer des impulsions et des distractions qui nous détournent de ce qui compte vraiment. Pour illustrer cette idée, revenons à l'un des récits les plus emblématiques de la discipline stratégique, l'histoire d'Ulysse et des sirènes. Ulysse, héros de l'Odyssée d'Homère, savait que le chant des sirènes était irrésistible et conduisait les marins à leur perte. Conscient de sa faiblesse face à cette tentation, il prit la décision audacieuse de se faire attacher au mât de son navire et de boucher les oreilles de ses marins avec de la cire. Ce choix n'était pas une reddition, c'était un acte de discipline suprême. En anticipant sa vulnérabilité, il créa un système qui le protégeait de lui-même et lui permettait de poursuivre son voyage sans se laisser dévier par des désirs immédiats. Cette histoire n'est pas seulement un conte ancien, elle est un puissant symbole de ce que la discipline peut représenter. La capacité à se construire des structures, des systèmes, et à s'engager envers eux pour éviter de succomber aux distractions ou aux tentations éphémères. La discipline, lorsqu'elle est bien comprise, consiste à dire oui à quelque chose de plus grand que nos envies passagères. C'est l'engagement envers une vision, une mission personnelle qui dépasse les désirs immédiats. Un entrepreneur qui se lève à 5 heures chaque matin pour travailler sur son projet avant de partir à son emploi principal n'est pas seulement en train de sacrifier des heures de sommeil. Il dit oui à la réalisation de son rêve, à la construction d'un avenir qui vaut plus que le confort instantané de rester au lit. Dans ce choix se trouve la véritable liberté, celle de ne pas être esclave des impulsions, mais maître de son destin. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Épictète, ont souvent souligné l'importance de la discipline pour vivre une vie vertueuse. La discipline, disait-il, ne doit pas être une lutte constante contre soi-même, mais un alignement de nos actions avec nos valeurs et nos objectifs. Marc Aurèle écrivait: « Vous devez construire un système de vie qui s'aligne avec la raison pour que, même dans les moments où vous êtes tenté de vous égarer, vos habitudes vous maintiennent sur le bon chemin. » Cette approche met en avant l'importance de l'architecture des choix, un concept exploré dans la psychologie moderne qui consiste à façonner notre environnement pour que la meilleure option devienne la plus facile à choisir. Créer des systèmes qui soutiennent nos objectifs peut prendre plusieurs formes. Un athlète, par exemple, peut s'engager à un programme d'entraînement avec un coach et des partenaires qui le motivent et le rendent responsable. De même, un écrivain qui aspire à terminer un livre pourrait décider de bloquer 1 heure chaque matin pour écrire, sans distraction. Cette structure n'est pas une prison, mais une garantie que, même lorsque la motivation faiblit, l'action se poursuivra. C'est en cela que réside la libération.
En éliminant la nécessité de lutter contre soi-même chaque jour, on libère son énergie pour la consacrer à l'essentiel. Il est facile de penser que la discipline signifie dire non à des plaisirs et à des opportunités. Mais, en réalité, elle consiste surtout à dire oui à des valeurs plus élevées et à une vie qui nous ressemble. C'est cet engagement qui transforme la discipline en une forme de liberté. Prenons l'exemple d'un musicien de renom, tel qu'Itzhak Perlman, le célèbre violoniste. Depuis l'enfance, il s'est imposé un régime d'entraînement rigoureux et répétitif. Pour lui, chaque heure passée à pratiquer son instrument n'était pas un sacrifice, mais un investissement dans sa passion, un moyen de libérer son potentiel artistique. La discipline lui a permis de transcender les limitations de l'effort conscient pour atteindre un niveau de jeu où la technique devenait instinctive, fluide, presque libératrice. Ce type de discipline est ce qui nous permet de surmonter la résistance interne. Steven Pressfield, dans The War of Art, décrit cette résistance comme la force invisible qui nous empêche de nous asseoir et de créer, d'écrire ou de travailler sur nos projets. La discipline, en établissant des routines et des habitudes, contourne cette résistance. Elle devient une force automatique qui nous propulse en avant, même lorsque nous n'avons pas envie de faire l'effort. La discipline transforme ainsi l'effort en un flux naturel, où chaque pas, chaque acte, même petit, s'inscrit dans une démarche cohérente qui avance vers un objectif plus grand. La discipline ne se limite pas aux actions physiques ou aux routines. Elle s'étend également à nos réactions émotionnelles. Les stoïciens enseignaient que la véritable maîtrise de soi n'est pas seulement de contrôler ses actes, mais de dominer ses réponses aux événements extérieurs. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cultiver la discipline mentale signifie être capable de choisir nos réactions, de ne pas se laisser emporter par la colère, la peur ou l'anxiété. Cette forme de discipline émotionnelle est peut-être la plus difficile à atteindre, mais elle est également la plus libératrice. Lorsque nous savons que nous pouvons rester calmes et centrés, même dans les moments de crise, nous ressentons un sentiment de liberté intérieure qui transcende les circonstances extérieures. La discipline, dans sa forme la plus pure, n'est pas un combat acharné contre soi-même, mais un alignement de notre comportement avec nos valeurs profondes. C'est la boussole qui nous guide, même dans l'obscurité, vers ce qui est le plus important. Cela signifie être capable de dire « Aujourd'hui, je choisis de rester fidèle à mon engagement, même si cela implique de surmonter l'inconfort, même si la récompense n'est pas immédiate. » Cette constance dans l'effort nous mène à une vie où nous ne sommes plus esclaves de nos caprices ou de nos émotions, mais maîtres de notre parcours. Pour finir, il est essentiel de comprendre que la discipline est ce qui donne la cohérence à long terme. Si la cohérence est la répétition des actions, la discipline en est la force motrice, celle qui nous maintient sur le bon chemin même lorsque l'envie d'abandonner se fait sentir. 6. La confiance en soi, née des défis. La confiance en soi est souvent perçue comme une simple émotion, une vague de certitude passagère qui nous permet de prendre des décisions audacieuses. Pourtant, la véritable confiance est bien plus profonde. C'est une qualité qui ne se développe pas par des paroles flatteuses ou un succès ponctuel, mais qui se forge à travers la répétition d'actes de courage et de résilience. Elle naît lorsque l'on fait face à des défis, que l'on affronte l'échec et que l'on en ressort renforcé. Comme l'art ancestral japonais du kintsugi, où des objets brisés sont réparés avec de la laque saupoudrée d'or, chaque épreuve surmontée ajoute une touche de beauté et de valeur à notre parcours. Ce n'est pas dans la perfection que réside la vraie force, mais dans la manière dont nous réagissons à nos failles et comment nous les transformons en atouts. Lorsqu'on parle de confiance en soi, il est important de souligner qu'elle ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de notre capacité à naviguer à travers elles. Un exemple frappant est celui de Thomas Edison, qui, avant d'inventer l'ampoule électrique, a échoué des milliers de fois. « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas », disait-il. Cette phrase est le témoignage d'une confiance qui ne s'effrite pas face à l'échec. Au contraire,
Chaque tentative infructueuse, loin de l'abattre, renforçait sa détermination. La confiance en soi de cet inventeur était ancrée non pas dans le succès, mais dans sa capacité à surmonter la déception et à continuer. Cette approche de la confiance en soi trouve également sa place dans le stoïcisme, une philosophie qui valorise la force intérieure et l'acceptation des épreuves comme partie intégrante de la vie. Sénèque, le philosophe stoïcien, disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette sagesse invite à comprendre que la confiance en soi n'est pas le fruit de circonstances favorables, mais de l'audace de se lancer même lorsque le résultat est incertain. Chaque acte de bravoure, aussi petit soit-il, contribue à bâtir cette confiance durable, car il nous apprend que nous sommes capables de surmonter les obstacles. Un autre exemple marquant est celui de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant que ses livres ne deviennent un phénomène mondial, elle a connu le rejet à maintes reprises. Les éditeurs n'étaient pas convaincus par son projet, et elle vivait dans une précarité économique qui aurait pu la décourager. Pourtant, chaque refus ne faisait que renforcer sa résolution. En persistant, elle a non seulement réussi à publier son premier livre, mais elle a aussi démontré que la confiance en soi peut naître des moments les plus sombres de la vie, là où la plupart des gens auraient abandonné. Cette confiance, forgée dans l'adversité, n'est pas éphémère. Elle devient un socle sur lequel s'appuyer, un rappel constant que nous sommes capables de résister et de réussir même lorsque tout semble perdu. L'art du kintsugi offre une belle métaphore pour illustrer cette notion. Lorsqu'un objet est brisé, il pourrait simplement être jeté. Mais dans la tradition du kintsugi, on le répare en mettant en valeur ses fractures avec de l'or. L'objet réparé est souvent plus précieux et plus beau qu'il ne l'était à l'origine. De même, chaque épreuve surmontée dans nos vies, chaque échec transformé en apprentissage, est une fissure recouverte d'or. Ces marques ne sont pas des stigmates de faiblesse, mais des preuves de notre capacité à grandir et à nous améliorer. Elles symbolisent notre parcours et les forces que nous avons développées en chemin. La confiance en soi construite de cette manière est bien différente de l'assurance superficielle que l'on peut voir dans les médias sociaux ou dans certains discours de motivation simplistes. Elle n'est pas fondée sur des résultats temporaires ou des accolades extérieures, mais sur l'expérience directe de surmonter les défis. Imaginez un alpiniste gravissant une montagne. Chaque pas est incertain, chaque prise peut céder. Mais ce n'est pas le sommet qui lui donne confiance, c'est la somme de tous les moments où il a failli tomber et s'est rattrapé, de toutes les fois où il a eu peur mais a continué. C'est ainsi que la confiance devient une habitude, un état d'esprit forgé par des actes répétés de courage. Pour construire cette confiance en soi, il est essentiel de se confronter régulièrement à des situations inconfortables. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé premeditatio malorum, ou la prévisualisation des difficultés. Ils imaginaient les pires scénarios possibles afin de se préparer mentalement et d'atténuer la peur de l'inconnu. Cette pratique, loin de les rendre pessimistes, renforçait leur confiance en leur capacité à gérer l'adversité. De la même manière, affronter volontairement des défis, même modestes, comme parler en public, entreprendre un projet personnel ou défendre ses idées dans une réunion, contribue à renforcer cette confiance. Chaque acte de bravoure, même s'il semble anodin, est une brique de plus dans la construction de notre force intérieure. Il est également crucial de reconnaître que la confiance en soi n'est pas un état permanent. Elle fluctue en fonction des expériences et des moments de vie. Ce qui importe, c'est de savoir qu'elle peut toujours être reconstruite. Comme un muscle, la confiance se développe par l'entraînement. À chaque fois que nous choisissons de nous relever après un revers, à chaque fois que nous faisons face à une situation difficile sans nous laisser abattre, nous ajoutons une nouvelle couche d'or à notre kintsugi personnel. Ces réparations répétées, ces triomphes sur l'échec, sont ce qui transforme notre confiance en soi en une force véritablement inébranlable. La confiance en soi est le fruit d'une série de défis affrontés et surmontés. Elle est forgée par l'expérience,
par la capacité à embrasser nos imperfections et à en faire des atouts. Elle n'est pas une flamme vacillante alimentée par le succès, mais un feu solide, entretenu par la persévérance et le courage. Maintenant que nous avons exploré cette idée essentielle, il est temps de relier toutes les habitudes évoquées, travail acharné, patience, sacrifice, cohérence, discipline et confiance en soi, pour comprendre comment elles s'harmonisent et se renforcent mutuellement pour créer un chemin vers un succès durable et épanouissant. Le succès, tel que nous l'avons exploré à travers ce voyage à travers le temps et les grands exemples historiques, n'est jamais le fruit d'une chance aléatoire ou d'une réussite éphémère. Il est la conséquence d'habitudes quotidiennes profondément ancrées. Le travail acharné, la patience, le sacrifice, la cohérence, la discipline et la confiance en soi. Chacune de ces habitudes est un pilier qui soutient et renforce les autres, créant un édifice solide sur lequel s'appuie une vie de succès et d'accomplissement. Ce n'est pas un sprint, mais une course d'endurance, où chaque jour, chaque geste, chaque décision contribue à façonner la personne que l'on devient. Prenez l'exemple inspirant de Cristiano Ronaldo. Il n'a pas seulement atteint l'excellence par des coups d'éclat ponctuels, mais par un engagement inébranlable à incarner ses principes dans chaque aspect de sa vie, jour après jour. Il se levait avant l'aube pour s'entraîner, faisait des sacrifices que peu seraient prêts à faire et restait fidèle à une discipline qui le poussait toujours à dépasser ses propres limites. C'est ce niveau d'engagement qui définit qui vous êtes, bien plus que n'importe quel accomplissement isolé. La véritable grandeur réside dans la persistance à maintenir ses habitudes même quand personne ne regarde, quand la reconnaissance est absente et que la route semble longue. Dans ces moments, la cohérence et la discipline s'entrelacent pour créer une force qui dépasse l'ordinaire. Mais ce n'est pas tout. La patience et le sacrifice rappellent que les plus grands rêves demandent du temps et que l'on doit être prêt à abandonner certains conforts pour grandir. Et finalement, la confiance en soi, forgée par chaque épreuve surmontée, devient ce socle intérieur qui permet de continuer à avancer, même dans l'incertitude. Le chemin est là, clair et éprouvé par l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Des philosophes stoïciens aux grands leaders contemporains, la leçon est la même. Ce qui vous définit, ce ne sont pas vos intentions, mais vos actions répétées. Alors que nous clôturons cette exploration, la question qui se pose est simple. Êtes-vous prêt à commencer? Commencez à bâtir ces habitudes, à transformer chaque journée en une opportunité de progresser, à faire de chaque petit pas un mouvement vers votre version la plus accomplie. Souvenez-vous que le succès durable ne naît pas d'un effort sporadique, mais de la constance et de la fidélité à vos engagements. Avant de partir, n'oubliez pas que ce chemin, bien que parfois solitaire et exigeant, peut être enrichi par le soutien et l'inspiration des autres. C'est pourquoi je vous invite à aimer cette vidéo si elle vous a inspiré, à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier, et surtout à vous abonner à Sagesse en Évolution. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, qui continueront à vous guider et à enrichir votre parcours vers la maîtrise de soi et le succès. Car le voyage ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer, et ensemble, nous avancerons vers une vie imprégnée de sagesse et d'accomplissement.